Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'interviewer un grand champion, Aurélien Duarte. Bonjour Aurélien. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être présent pour cette interview. Aurélien, c'est un multiple champion du monde en sport de combat, en boxe. Il va nous dire tout ça dans cette interview. Et on va surtout parler de mental, parce que tu es aussi préparateur mental. Et en Krav Maga, comme vous savez, il y a 4 piliers, la technique, la tactique, le mental et le physique. Donc on va vraiment se concentrer sur le mental et vous allez voir qu'on a énormément de choses à apprendre, énormément d'outils à apprendre dans cette interview. Donc on va commencer directement avec une présentation. Si tu peux nous dire un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, tes grandes victoires et voilà, ce que tu veux partager avec nous. Merci Emmanuel. Déjà un grand merci de m'inviter parce que je suis toujours ému quand ça se passe. Ça fait 30 ans que je pratique le même sport, parler aux gens et partager ma passion. Et à chaque fois, je suis content de sentir que ça trépigne, que j'ai envie de bien faire, que j'ai peur d'en dire trop ou pas assez. Et ça me rend humain et c'est super chouette. Donc vraiment merci de créer, merci de créer ce moment où on est tous plein de questionnements, on est tous plein de doutes, plein d'éloignements, plein de divisions, plein de pseudo-guerres. Et il y a pas de solution, tu vois. Et les solutions, on les trouve là dans le monde martial, dans la salle de défense, dans le dur, dans le corps, dans l'adversité. Et je suis vraiment ravi. On fait bien plus qu'une vidéo sur le salle de défense, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que je suis vraiment très heureux. Merci de l'invitation. Et Aurélien Duarte, 49 ans d'après l'état civil. Hein. Et peut-être une de mes plus grandes victoires et de mes plus grandes particularités, c'est d'avoir eu une enfance un peu difficile, notamment 2 ans, de 3 ans à 5 ans, où j'étais placé en foyer, en famille d'accueil. Mais pourquoi il nous parle de ça? La psychanalyse freudienne de base, on se construit les 7 premières années de sa vie, et j'ai mis 45 ans à le comprendre. Donc peut-être que je peux te faire gagner 10, 20 ou 30 piges, tu vois. Donc l'idée, voilà, début de vie un peu difficile, un vide, un manque affectif, tout ça. Mais bien sûr, t'es pas conscient quand t'es petit. Donc après, je retrouve ma famille à 5 ans, on arrive en France, c'est un peu compliqué, des déménagements, je me retrouve sans papa, sans image paternelle. Je manque de rien. Hein. Il y a une maison, il y a ma sœur, il y a ma maman. Mais il manque quelque chose au niveau émotionnel. Le siècle dernier, on connaissait pas, quoi. Ouais. Une éducation, à manger, un toit, des jouets, des vacances. Il y avait tout ça. Peut-être même le divin surplus, une console de jeu, des trucs comme ça, tu vois. Et donc j'avance, tu sais, qu'un regard d'enfant particulier déjà, tu vois, très fragile, très introverti. Il est nul, il a pas son père, il a déménagé plein de fois. J'étais chétif. Et je développe 14 fractures avant l'âge de 14 ans. À un moment, je retrouve ma maman, je commence à me fracturer. Première fracture en CM2, en course de relais sur la plage. Là, je tire le relais, le mec, il tire sur le poignet, j'entends crac, fracture du poignet. Et j'étais comme ça. Donc, bref, on suppute la maladie des os de verre, fracture sur fracture, interdit de sport. C'est ce que j'avais posé comme question. Voilà, interdit de sport. On m'appelait Jean de laine à la cité. Tu sais, j'avais toujours la grosse chaussette en laine par-dessus mon plâtre. On me prenait pas dans l'équipe. J'ai redoublé mon CM2. J'ai redoublé ma 3e. En 6e, en est redoublé, je faisais 1m30. J'ai redoublé ma seconde. Je suis retourné en BEP. J'étais mauvais à l'école. Mais la totale jusqu'à 17 ans, quoi. C'est pas rien, 17 ans, hein. Et de 0 à 17 ans, pas de sport de combat. Alors, je commence le sport à 13 ans. Okay. À 13 ans, j'en avais marre d'être la victime. Qu'est-ce qui nous fait nous bouger? Qu'est-ce qui nous fait sortir? On va pas se mentir, hein. Les hommes, on a envie de plaire, on a envie de conquérir. Quand la puberté arrive, les copains, ça va un moment, quoi. On court après l'amour. On veut exister, on veut briller, on veut vivre. Et voilà, il y a ceux qui sont drôles. J'étais le petit clown. Il y avait le collar au chaud à l'époque, tout ça. J'imitais. Il y avait celui qui dansait le mieux, celui qui était le plus fort, qui avait les meilleures notes. Moi, c'était le clown ou la victime. Et à 13 ans, je veux faire de la musique, je me rappelle. Je dis, je veux faire de la batterie. Et je vais au conservatoire. Et au conservatoire, à l'époque, c'était très structuré. Oui, il faut faire 2 ans de solfège. Sincèrement, ils me dégoûtent. En gros, ils me disent que tu vas passer 2 ans devant des cahiers avant de toucher un instrument, quoi. Et sur le chemin du retour, je rentre au quartier et je rencontre un copain avec la banane comme ça, un ami d'enfance, Philippe Dieng, que je salue, qui est cavalier professionnel et qui revenait du karaté. Okay. Parce une famille de plusieurs frères et sœurs dans une cité, tout ça, les mamans, vous faites du karaté, tu vois. La religion et le sport, tu vois. Et je le croise, la banane, oui, on fait ça, Bruce Lee, il me parle de tout ça. Et moi, je dis, ouais, je veux faire ça, tu vois. Et j'en parle à ma mère, mais remettez-vous dans le contexte, j'ai 14 ans, j'ai déjà eu une dizaine de plâtres, quoi. Ouais. Le médecin veut pas que je fasse du roller, que je joue au foot. Et j'arrive chez le médecin. Et donc là, ce petit enfant soumis, t'imagines, avec la coupe afro, 1983.
hein, il y a plus de 10 ans déjà, comme bien plus, c'est un petit clin d'œil au NPM. Je suis là avec ma coupe afro, là, je vais aller chez le médecin, tu vois, je suis ma mère, je suis les profs, je suis tout le monde, quoi. J'écoute pas la voix intérieure, je sais pas qui je suis. Et le médecin, quand je lui parle du karaté, tu sais, avec mes yeux qui brillent, il va se passer quelque chose pour moi. Le médecin me dit, mais non. Non. Négatif. Non, c'est un non négatif. Vous êtes trop fragile. Vous êtes trop fragile. Ouais. Et là, tu vois, bah, comme d'hab, j'accueille le non et je m'assois. Tu sais, ma mère se faisait ausculter, je sais pas ce qui se passait. Et j'accepte encore que quelqu'un d'autre décide pour moi. Que l'institution, que toutes ces voix bienveillantes qui m'ont nourri, qui m'ont amené à la vie, que je remercie mon père, ma mère, mes éducateurs, mes sœurs, mes frères, mes chéris, toutes ces voix qui avaient d'autres projets pour moi. Et qu'on a été élevés à écouter. Et, bah, et là, il se passe quelque chose. Je tourne la tête, je vois le bureau, et je vois, tu sais, les ordonnances, le carnet d'ordonnancier et le tampon. Et là, bah, je fais la chose qu'on a tous à faire et qu'on a tous fait un jour. Je transgresse une règle. Je dis non. Je dis oui à moi. Je dis oui à cette flamme à l'intérieur. Et je prends cette ordonnance, je mets un coup de tampon, je la mets dans mon cartable. Et je commence en usurpant. Tu t'es fait un certificat médical d'autorisation. Voilà, tu sais, tu mets des pattes de mouche et tu mets karaté, tu vois. Voilà. Tu me dis, karaté, je sais, voilà. Et je débarque au karaté, mais ça continue, quoi. J'arrive mi-septembre, la salle est pleine. Il y a Omi Naoki qui entraîne encore aujourd'hui. Et qui allait, non, je peux pas te prendre, c'est trop tard. Et j'insiste, je pleure. Et aujourd'hui, quand on en reparle, il dit, waouh, j'ai bien fait de t'accepter parce que c'était la voie à tout. Et donc, à 13 ans, je commence le karaté, le tennis de table. Et je suis nul dans le club. Mais sorti de là, quand je reviens au quartier tennis de table, la répétition, on appelle ça de la régularité, sans coup droit, sans revers, sans couper. Je passe du temps à faire la même chose. Déjà, années 80, il n'y avait pas autant de chaînes télé, mais on commençait un petit peu à être trop dispersés. Tu vois, je commence à prendre le focus. Et quand je fais 10 top spin revers comme ça, 10 top revers, ça passe, ça marche, et l'autre il les rattrape pas. Puis après, si je tourne un peu, je peux le mettre sur son coup droit ou sur son revers. Waouh, j'ai du pouvoir sur les choses, quoi. En répétant, j'ai du pouvoir. Et là, j'arrive au quartier où je me faisais éclater par tout le monde au ping-pong. Et après le premier cours, je commence à faire des services coupés, ils les remettent pas, ils mettent tout dans le filet, je gagne. Et tout le monde regarde Aurel, c'est plus le même, le regard il change sur toi. T'es vivant, t'existes. Et pas parce que j'ai mal, pas parce que j'ai peur, pas parce que j'ai un problème. Pas parce, tu vois, j'existe parce que j'apporte quelque chose aux autres. Et ça les fait lever les yeux. Et donc ça, je commence à prendre conscience. Et là, ma vie, elle commence à changer un peu. Mais toutes mes compètes de ping-pong, je perds. Moi, je m'en fous de gagner, je mets les balles en l'air pour que les mecs ils se matchent et je veux rattraper. Moi, je veux, tu vois. Au karaté, j'ai fait qu'une compète, je perds. Je connais même pas les règles. Mais je commence à être l'homme qui se forge. Et plus la victime qui se plaint. Et je me casse au karaté, je me casse au ping-pong. Mais c'est la fracture de celui qui a essayé, de celui qui se construit. De fierté. Ouais, tu vois. Et donc là, il y a tout ça. Puis le plus petit de la classe qui a 17 ans, tout ça. Et magique, à 17 ans, après avoir redoublé je sais pas combien de fois, bon bref, j'arrive au lycée par là, je prends 17 cm. Je tombe fan de Magic Johnson, bien avant Michael Jordan. Hein. Michael Jordan, c'est plus 88, 89. Moi, le basket, je me suis intéressé 86, 87. Je commence à jouer au basket. Et là, bah, la vitesse du karaté, la détente, le tennis de table, tu vois, les ancrages bas, très bas sur les appuis, la vitesse. Combiné à l'envie, je cartonne, quoi, au basket. Je dunk, je vais vite, je feinte. J'ai aucun jeu collectif, mais je suis fort. Encore, je progresse. Et tout de suite, je commence à partager. C'est ça que je voudrais pas oublier. Le premier jour au ping-pong, quand j'ai battu tout le monde avec les coupés, ben j'ai appris les coupés à tout le monde. C'était à partager, enseigner, quoi. Immédiatement. Partager. Le mot enseigner, je l'aime bien, mais il nous met, tu sais, un peu dans une stature de j'aurai quelque chose que tu n'as pas. Ça me donnerait, tu sais, une espèce de... Alors oui, je veux bien ton enseignant si à un moment j'accepte, moi, de mettre en position basse. Et j'ai été cet enseignant très, très dogmatique, très dur pendant 20 ans, tu vois. Et donc j'aime bien dire, je vais partager des trucs, et je crois que je vais réveiller des choses que tu as déjà en toi. Je vais juste mettre des mots sur ce qui est en toi et que tu n'as pas réussi à structurer. Donc là, il se passe... et là, tout de suite, tu as une autre vie sociale, tu sors, compétition de basket, tu vas au match, tu fréquentes des garçons, puis il y en a des plus forts, puis il y a les mecs qui te battent. Ouais. Je me fais battre 1 contre 1 par un mec de Vitry, l'année d'après, je vais jouer à Vitry. Il me met 50-0, le mec, je battais tout le monde à vue de juif, tout ça. Waouh, je vais voir le plus fort tout de suite, j'ai ce réflexe. Comme la première année, je découvre la boxe thaï, je suis à la fac, 2 mois après, je vais en Thaïlande, m'enfermer dans un camp pendant les vacances de février. C'est top ce que tu dis, parce que on parle de ping-pong, on parle de basket, mais au final, c'est toujours la même chose. Ouais. On peut parler de Krav Maga, on peut parler de boxe thaï, c'est la répétition, c'est aller se former avec les meilleurs, c'est croire en soi, c'est continuer à avancer en permanence, donc... c'est vraiment bien de voir tous ces parallèles et de voir qu'au final tout se passe ici, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu mets comme action
pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Exactement. Ouais. Alors, raconte-nous un peu la boxe taille. Ouais, alors comment ça arrive? Donc il y a le basket où je cartonne, tout ça. C'était vers 90, 91, je commençais peut-être à avoir un espoir pour jouer ce qu'on appelait à l'époque en National 4. En ayant commencé à 17 ans, c'était inespéré, tu vois. J'étais sur des terrains avec des mecs, j'avais aucun jeu collectif et tout, mais ça allait. Et là, je joue une dernière année à Vitry, à la VMV à Vitry, et il n'y avait pas l'informatique à l'époque. Et j'étais un peu frêle, tu vois, j'avais un peu ce gabarit-là. Et j'étais un peu trop frêle pour jouer en senior, donc ils voulaient me garder un an de plus en espoir. Donc comme très souvent ça se faisait dans le foot, tu sais quand tu joues au foot contre les mecs qui avaient 14 ans, il y avait leurs enfants qui les attendaient, là, les mecs qui arrivaient du bled, là, les présumés, tu sais. Voilà, ils me rajeunissent d'un an, ils trichent, clairement. Donc ça me permet de jouer un an de plus en espoir, de m'étoffer. Mais l'année d'après, je vais jouer à Bourg-la-Reine, là, juste à côté de Sceaux. Et Sceaux, c'est vraiment une marche-pied pour la nationale, tu vois. Et là, la fédération envoie un courrier. Non, monsieur Duhart, il est à Vitry, c'est quoi? Vous avez triché, quoi. Donc, le club de Vitry est privé d'un an, je sais pas trop quoi, de show. Et moi, je suis privé d'un an de compétition. Parce que j'ai collaboré. J'ai dit oui. Quand on suit quelqu'un, quand on est dans la voiture de quelqu'un qui va faire du mal, on donne notre consentement. Bien sûr, tu vois. Et donc là, ils me disent, un an, pas de compète. Encore un an. Encore. Ça y est, je suis sorti de la victime, j'arrive, je dunk, je peut-être jouer ouais, il y a un truc, tu vois. Et là, on me dit non, je peux m'entraîner, je peux galérer, je peux courir, mais je peux pas faire le match. Je suis comme ça le samedi dans les vestiaires, à donner de la voix, et là, je sens que je commence à avoir de la colère. Je commence à avoir de la colère, parce que j'ai pas crié de ces 2 ans de foyer, d'as, parce que j'ai pas crié de ces quartiers un peu difficiles. Et je vais pas faire le misérabilis, j'ai jamais manqué de rien, mais on vit dans un monde très agressif depuis une quarantaine d'années, et moi, je suis un hypersensible. Moi, pas se dire bonjour, pas tenir la porte, pas sourire, c'est une douleur pour moi. Ouais. Tu vois. Donc, je me dis non, c'est pas... Et là, je chante vraiment quelque chose que j'ai peut-être pas connu avant, parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour me battre. Donc, je la contenais, ma haine, tu vois. Je chante la haine. Vraiment. Et là, 1991, stage à Villejuif, kickboxing, Jean-Claude Van Damme, kickboxer. L'été, allez, je vais faire un stage de kick, tu vois. Et je commence à arriver, ma garde de karaté, je sautais dans tous les sens, le prof me regarde. J'avais gardé mon grand écart du karaté de l'époque. Le tonus du basket, j'avais pris 17 cm, 1m89, 70 kg. J'ai gardé les mecs à 2m50. J'ai repéré le poulain. J'ai repéré le poulain. Il me dit, toi, septembre bien, Patrick Réa et Francis Amdaoui, les pionniers du kickboxing à Villejuif et des fédérations que je salue et qui m'ont beaucoup apporté, mes premiers professeurs. Et donc, je m'inscris en septembre au kickboxing à Villejuif. Mais moi, je suis basketteur, moi. Je m'inscris juste 2 fois, je vais au kick, je tape dans le PAO, mais je me rends pas compte, ça cogne, quoi. Tu vois, je vais vite, mais je m'en fous. Moi, je vais vite au basket, je fais les entraînements, je regarde mes potes jouer les matchs. Septembre, kickboxing, octobre, novembre, ils m'inscrivent au championnat de France. Classé à l'époque, pas de casque, pas de protège tibia, plein pot, 3x2. Ils m'inscrivent, moi, j'étais un combat, ouais. Après combien de temps de pratique? J'ai inscrit en septembre. Octobre, novembre, décembre, j'étais sur le ring. 3 mois. Ouais, 3 mois. Il avait senti le potentiel. Ouais. La compète, c'est pas fait pour tout le monde. Certains, c'est tout de suite. D'autres, il faudra qu'ils fassent de l'assaut. D'autres, il faudra les envoyer en Thaïlande faire du dur, tu vois. C'est un entraîneur de sentir ça. Et premier combat, à Villejuif. Je suis là depuis 78, le gymnase où j'ai grandi, tout le monde sait que je fais de la boxe, le gymnase est plein, 1500 personnes. En 91, quoi, tu vois. C'est chamboulant. Et je tombe sur un mec qui était dans ma classe en 6e, à Atis-Mons. L'année où j'avais fait de l'aïkido, une histoire de fou. Le mec, j'ai pris 17 cm, il me reconnaît pas, je vois son nom. On se tape dessus, je perds et je le mets KO, avec la peur. Et la championnat de France classe C, les 3 premiers combats, 3 premiers KO. Mais moi, je continue à être basketteur, je fais juste ces combats comme ça. Je m'entraîne un peu plus. Tu gagnes les 3 premiers combats par KO. Voilà, les 40, en vérité. C'est ça qui était bluffant dans ma carrière, c'est que j'avais tellement peur de prendre des coups, j'étais tellement longiligne et tellement explosif, j'ai gagné mes 40 premiers combats avant la limite. J'étais invaincu de 1991 jusqu'en 1995. Ma première défaite, j'ai eu un match nul en championnat d'Europe en boxe thaï, et ma première défaite, championnat du monde. J'en ai gagné 7, j'en ai perdu 8. Donc 7 fois champion du monde en boxe thaïlandaise. En boxe thaïlandaise, kickboxing et karaté Shidokan. Donc je fais ces combats-là, et je gagne. Donc je suis champion de France classé, je suis tout content. Mais moi je vais être basketteur, j'ai ma coupe, je suis content. Mais je sais que je suis pas boxeur. Sur mon short, il y a la tête des Chicago Bulls. J'arrive à l'entraînement de boxe en Michael Jordan. J'arrive avec des coupes. En 89, j'arrivais au championnat de France, tout ça, avec 91, avec mon poste, avec Public Enemy à fond. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'arrivais avec mes Air Jordan. J'étais un basketteur, moi. Et là, il se passe quelque chose. Et je prends l'amour de la boxe. Dans ma classe, un mec fait de la boxe taille. Il me parle, je commence à sentir du mysticisme, des choses. Et ouais, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre. Il est le temps que j'apprenne à me battre.
Il est temps. Et donc, je continue, je laisse le basket. Je dis à mon entraîneur, voilà, j'arrête la deuxième année. Il dit, mais t'arrives en national 4, tu te rends compte? Ouais, mais je vais être champion du monde. Et en basket, je serai jamais champion du monde. Tu vois, et donc je pars, et voilà, je m'investis à fond, et la fac et tout, et je m'entraîne, et je découvre Vitry, haute tension, là. Je suis le plus fort avec Juif, je pars. On me parle box style, à Vitry, il y avait quelques mecs des classes B. À Juif, il y avait que des classes C à l'époque, tu vois. Et je pars à Vitry, je découvre Jean-Marie Merchet, la box style, j'amène le kickboxing là-bas en 1992, j'arrive là-bas, ouais. Et voilà, ils faisaient que du Muay Thai et du karaté. Moi, j'amène le kick et on démarre là-bas. Et de 1992 à 2000, je reste avec lui. J'en pense classe C, que des KO. Classe B, que des KO, en kick et en taille. Classe A, que des KO. Championnat d'Europe amateur, championnat d'Europe pro. Que je gagne tout, avant la limite. Et première défaite face à Orlando Viette. Non, première défaite face à Dominique Ziegler en 1995 à l'Agora d'Evry. 12 rounds de 2, 4 ans après avoir commencé. Ouais. Je fais des 12 de 2 face à un mec qui a 30 ans de boxe dans les pattes, tu vois. Et je perds. J'ouvre la boîte à low kick, les 3 premiers rounds, je le touche en bas, je le fais compter. Et après, je commence à faire des high kicks, aucune structure, aucune constance. Le sport de combat dissocié de la constance martiale, tu vois. Ouais. C'était trop sportif, quoi. Et bonne leçon. Et après, deuxième chance mondiale contre Orlando Viette, un Hollandais qui avait fait le premier UFC, qui avait battu les Thaïlandais Champeux, qui avait boxé Nikema, tout le monde. J'ouvrais un magazine en 91, quand j'ai commencé le kickboxing, 92. 3 ans après, je boxais ces mecs-là, quoi, tu vois. Course, boxe, je pensais boxe, je marchais boxe, les PAO, personne ne me les tenait, j'allais au parc du Humet, je les accrochais à un arbre. Et la légende avait juste, on me dit, ouais, Duarte, il tape dans les arbres. Je vous dis la vérité aujourd'hui, il y avait un PAO qui était accroché. Mais à 100 mètres, ça se voyait pas, tu vois. Et quand tu dis, putain, c'est vrai, tu tapes dans les arbres. Ouais, pourquoi, ouais. Ça endurcit les tibias, c'est ouais. Ça. Donc, tu vois, ouais, plein de surprises, plein d'inattendus, une passion, une écoute de ça, un rapprochement des meilleurs. Quand je jouais au basket, on me disait il y a Terence Stansbury à Levallois, il a fini 3 fois 3e au concours de dunk NBA derrière Jordan en 89. Chaude sur mon VTT, il joue à Birakem, au pied de la Tour Eiffel, et j'allais jouer avec lui tout l'après-midi. Et je faisais des passes à Terence Stansbury, quoi. Quand je rentrais au quartier que je jouais, j'étais plus le même, j'arrachais les arceaux. Donc, écoutez cette voix intérieure, pas se tromper, je sais pas ce que c'est l'échec que je fais, quel est le résultat que j'obtiens. Soit j'obtiens ce que je veux, je continue, soit j'obtiens pas ce que je veux. Bêtement, je fais 2 fois la même chose, j'en fais encore plus, ou je vais demander à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, bon, on va parler de prépa mentale quand même, c'est le thème de la vidéo. Bien sûr. Mais voilà, j'en profite avant de te demander comment tu as fait le shift vers la prépa mentale, pour te poser des questions sur la peur. Ouais. Parce que monter sur un ring, c'est quand même la boule au ventre. Ouais. C'est quand même aller affronter quelqu'un qui a envie de te déchirer la tête. Ouais. Comment tu as géré ça et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos pratiquants pour appréhender et gérer la peur? Ok. La peur, je vais y répondre sur la prépa mentale. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à 13 ans, j'ouvre un karaté Bushido chez un cousin quand je faisais du tennis de table et du karaté. Et je vois un mec avec une ceinture. Et je dis ça, c'est moi, ça. Et c'est ce qui m'est arrivé 13 ans après. La visualisation, ça a toujours été ça. Ton vélo rouge, tes baskets, ton nounours, ta console, tu l'as vu. Tu l'as rêvé, tu l'as vu chez un pote, tu l'as voulu, tu l'as dessiné, t'en as parlé à tes parents, t'en as parlé à quelqu'un et boum, c'est arrivé chez toi. Ouais. Ces vêtements qu'on porte sur nous, cette chaise, on y a pensé, on a été la chercher, ce téléphone. Tout commence par une pensée, tu vois. Donc, au niveau de la peur, mais tu te souviens la peur de la prise de parole en public, la peur d'une récitation, la peur d'aller à l'école, la peur du regard de ton père quand il était fâché, la peur de maman qui était triste parce que tu avais une mauvaise note. Mais la peur, on est né avec, on a toujours eu ça. La peur de tomber l'escalier, c'était des challenges quand on était petit. On arrivait, où les adultes voyaient du danger, nous on voyait de l'aventure. Et il y avait 2 cas de figure. Soit on était prêt, on y allait, soit on n'était pas prêt, et on avait un gardien intérieur qui nous disait non, j'y vais pas. Tout simplement, tu vois. Donc cette peur bien avant, la peur d'arriver en classe, dans une nouvelle classe, un truc, waouh. Et j'étais très conscient de ça parce que peut-être de 3 ans à 5 ans, il n'y avait pas mes parents. Ouais. Donc moi, ma peur, il y avait des éducateurs, il y avait des gens très très bien, mais t'es pas la chair de leur chair, t'es pas le sang de leur sang, tu vois. Donc moi, fallait vite qu'on m'aime. Et pour ça, fallait que j'enlève mes peurs d'être rejeté, fallait que j'aille vers l'autre, tu vois. Donc la peur, l'accueillir. T'es vivant.
C'est un sentiment, c'est une sensation. La peur, c'est un signal. Il va se passer quelque chose pour toi. Pas une punition, pas quelque chose de grave. Quelque chose que tu as voulu, consciemment ou inconsciemment. C'est un élément de croissance. C'est une surprise. C'est quand tu arrives devant la porte de ta chérie à 13 ans, là, pour aller l'amener au terrain. T'es comment? T'es tranquille, t'es décontracté? Si t'es comme ça, change de porte. Si elle t'émet pas d'émotion, tu vois. La peur, il va se passer quelque chose. Tu vas sortir de l'antichambre de la dépression, de la routine. La peur, c'est un bagage. C'est comme la joie, la tristesse. Ça fait partie de nos émotions de base. Les 3 émotions négatives, la tristesse, la peur et la colère. Tout le reste sont des dérivés. Et une seule émotion positive, la joie. Ouais. On est mal équipés, les êtres humains. On a un petit mental qui voit la survie, la reproduction et tous les problèmes pour nous protéger. Et on a un bagage de 3 émotions négatives qui sont développées, encensées, multipliées. Et une expression, vas-y, calme ta joie. Oui, c'est toujours plus facile de dire que ça va mal se passer plutôt que de se dire ça va bien se passer et je gère, quoi. Donc ce que j'aimerais dire, c'est quel que soit ce que tu vas vivre, quand la peur arrive, la première chose, c'est sortir de ta tête. Il y a la peur fictive, tu vois, il y a tous tes doutes, tes inquiétudes, et qu'est-ce qui peut vraiment se passer? Il y a un chien là, j'ai peur. Quels sont les risques? Qu'il me morde, ok? Est-ce que tu t'es déjà fait mordre? Et comment tu te sens quand tu penses que ce chien attaché, là, il est attaché à 1 mètre de toi? Enlève les émotions, rationalise, souffle un coup. Est-ce que le danger est réel ou est-ce qu'il est dans ta tête? C'est juste le travail à faire, tu vois? Et de dire, waouh, mais si j'ai peur, il se passe quelque chose. Souffler, j'ai un exercice très simple, on peut le faire là maintenant tout de suite. Hein. Un truc, voilà, tu as un truc. Faudra un peu ralentir parce que là, on est dans l'excitation, tu vois? Ce que je fais, c'est accepter les deux. Je suis là, il n'y a pas de confiance sans peur. Il faut que je reconnaisse ma peur pour faire venir la confiance. Pour convoquer joie, il faut que j'ai convoqué tristesse. Pour convoquer réconciliation, il faut que j'ai convoqué dispute. Pour que j'ai convoqué la nuit, il faut que j'ai convoqué le jour. Pour que j'ai convoqué l'expire, il faut que j'ai convoqué l'inspire. C'est une valse constante, tu vois. Donc l'idée, c'est de dire, je reconnais que j'ai peur. Ça ne me diminue pas. Ça ne me rabaisse pas. Ça ne fait pas de quelqu'un de moi quelqu'un de lâche. Non, c'est je suis humain. Rien que le fait de reconnaître, ça se dilue et ça se dissout. Les tensions associées à cette peur physique s'en vont. Et dans un corps relâché, je peux plus voir cette peur. En vérité, ce qui embête, c'est que c'est pas la peur elle-même, c'est quel est mon état mental, émotionnel et physique dans lequel j'accueille mon ami la peur. J'ai la peur, ouais, ça va être chaud là. Tu vois? Donc l'idée, c'est d'accepter qu'elle est là. Comme la joie, comme la tristesse, comme cet éternuement que tu as eu, comme une crise de fou rire, c'est là, on l'accepte, tu vois. Ok, une fois que c'est là maintenant, qu'est-ce que ça fait en moi? Où est-ce que ça se pose? Somatiser. If you stay in your head, you're dead. Si t'es dans ta tête, tu prends perpète. Il n'y a pas de solution ici. Cette peur, qu'est-ce qu'elle génère chez moi? Une barre des sourcils, des mâchoires tendues, la gorge sèche, du feu dans le ventre, les trapèzes qui se crispent, la respiration courte. Ok, là-dessus, t'as du pouvoir. Pompe 10 fois les trapèzes. Relâche-les. Contracte tes muscles. Relâche-les. Amplifie ta respiration. Là, tu as du pouvoir là-dessus. Et là, tu te débarrasses. Change ta physiologie, ça va changer ton état interne. Exactement. Tu peux pas contrôler de rythme le flot de tes pensées. Change. Masse-toi. Bois un verre d'eau. Mets une musique douce. Étire-toi. Fais quelques mouvements de crâne. Attrape ton pote. Viens là, fais quelques projections, quelques étranges. Mets ça dans le corps. Rappelle-toi que t'es fort avant d'aller convoquer la peur. On va convoquer la peur dans le stress. Ouais. Ou dans le doute, va la convoquer quand t'es peur. Dis, je m'occupe pas de mon licenciement, je m'occupe pas de ça. Je fais 3 rounds de sparring. J'éclate tout le monde. Je me sens fort aux 3 rounds de sac, un truc où je réussis. Et après, je m'assois après mes 3 rounds et je dis, la peur de tout à l'heure, viens me parler, s'il te plaît. Parce que là, je suis quelqu'un d'autre. C'est un autre aspect de moi qui va répondre à cette peur. Donc, il y a cette idée-là, somatiser, identifier où la tension, où la boule, où le feu, où le nœud. Je sais que ça te paraît subjectif, mais ton corps, il y a un endroit. C'est le pléonasme de ce que tu penses à l'instant. Ça va? Non, tranquille. T'as vu qu'il exprime mon corps, là? Je peux dire les mots. Le corps, si tu vois ce que je veux dire, le corps, c'est le pléonasme, et on est trop dans la tête. Donc, la première chose, redescendre dans le corps. Il y a un exercice aussi très simple que tu peux essayer, c'est, comme je te dis, convoquer cette peur et convoquer tes 2 états face à cette peur. J'ai peur, oui, et j'ai confiance. J'ai peur, et j'ai confiance. J'ai peur, là tu peux libérer la peur, et j'ai confiance. Je sais que ça te paraît subjectif parce que tu ne le fais pas. C'est moi qui le fais. Et là, si je mangeais un plat, je pourrais te raconter à quel point il est bon. T'en aurais aucune saveur.
Je te demande pas de croire en mes arguments, c'est des exercices à pratiquer, tu vois. C'est comme tes étranglements, tes clés, tes projections. On peut en parler pendant des heures. Il y a un moment, vous allez les faire, tu vois. Ah, il faut passer à l'action. Exactement. Donc, tu vois, la peur, se rappeler, c'est la culpabilité qui est liée à la peur. Je ne devrais pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Arrête, j'ai peur. C'est là. Waouh! Le fait d'accueillir, d'enlever la culpabilité liée, que ça ne devrait pas me... J'ai menti, moi, regardez les anciennes interviews. Vous avez peur de ce combat? Non, j'ai pas peur. Nous, les boxeurs, on a de l'appréhension. Ça fait 3 jours, j'ai la chiasse, je suis insupportable avec ma femme, mes potes ils peuvent plus me voir, j'engueule tout le monde au feu rouge, parce que j'ai peur de perdre, j'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai même pas peur de la douleur de boxeur, je la connais. Qu'est-ce que vont penser les autres si je perds? Est-ce que le promoteur va me rappeler? Et puis là c'est Canal, et si jamais je rate, j'aurai pas une bourse pour le prochain combat pour nourrir ma famille, tu vois? On a cette peur de décevoir l'autre, on t'aime quoi que tu fasses, rentre au club que t'es gagné, que t'as perdu, ils t'aiment les autres, on est trop dur avec nous, tu vois? Donc ça permet cet exercice de diluer, tu vois. En Krav Maga, dans la partie mentale, on a 3 grands axes. Ouais. On a l'axe détermination, courage, l'axe focalisation et l'axe relaxation. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ta vision ou 1 ou 2 exercices ou des conseils pour développer l'axe courage et détermination? D'accord. Courage. Tu as vu, mon goût des mots, on n'en a pas trop parlé. Courage, qu'est-ce que tu entends? Le cœur à l'ouvrage. On est courageux, c'est le cœur, hein. C'est pas le cerveau, il n'est pas courageux. Le cerveau, il est lâche, il est pleutre, il est manipulateur, il est calculateur, il est agressif, il est vantard, mais il n'est pas courageux. Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Si tu veux avoir du courage dans ce que tu fais, descends ton idée de ta tête d'un étage. Descends-la dans le cœur. Pourquoi je fais du Krav? Pourquoi je me levais ce matin? Pourquoi je veux monter cette entreprise? Pourquoi je veux prendre soin de mon gosse? Parce qu'il faut, parce qu'on doit, parce que... Non, parce que ça m'anime, parce que ça m'excite, parce que ça me rend heureux, parce que quand je vous en parle, j'ai envie de vous faire l'amour avec mes mots. J'ai envie que vous passiez de l'autre côté de la caméra et que vous veniez parler avec nous, là. Tu saisis? Donc l'idée, elle est là. Le courage, ça va être... Qu'est-ce que ça m'apporte personnellement à moi? D'un point de vue complètement égoïste, dans ma réalisation personnelle. En quoi ça va me faire de moi quelqu'un de meilleur? Quelle est la valeur ajoutée que ça apporte à ma femme qui me regarde, à mes enfants, à mon père, ou qui soit, à mon frère, à ma communauté, à ceux qui me ressemblent, à tous ceux qui avaient mon âge et qui étaient en classe, et qu'à eux aussi on leur a dit « t'y arriveras pas ». Et que moi je me dis « regardez les gars, vous en faites pas les gars, moi aussi on m'a dit ça ». Fais pas ci, fais pas ça. La chanson de Dutronc. Attention, moi je suis un peu plus jeune. Attention. Tu connais Jacques Dutronc? Oui, Jacques Dutronc, oui. Bah, il y a une chanson, fais pas ci, fais pas ça. Il dit en gros aux enfants, on leur dit, et à la fin, il dit, moi aussi, on m'a dit ça, et j'en suis arrivé là. Laissez parler, tu vois. C'est ça. Donc, le courage, il va venir de, s'il y a une motivation intrinsèque, ou si c'est vraiment pour quelqu'un qui est cher pour toi, mais là, ça va être plus sur des trucs spontanés qu'on va donner aux autres. Pour que ce soit pérenne, il faut que ça me nourrisse chaque jour. Il faut revenir sur cette idée d'amour propre, que ça nourrisse mon projet de vie. Et ça ne nuira à personne, tu vois. Donc, je me dis, il y avait le courage, et le deuxième, c'était le... Courage et détermination. Détermination. La détermination, ouais, déterminé, il faut mettre de la discipline. Des fois, je l'ai pas, moi. Des fois, je me lève le matin, je n'ai pas envie. Mais en ce moment, j'ai mes 3 respirations, mes 3 minutes de gratitude, mes 3 minutes de visualisation, mes 3 minutes de bénédiction. Et que je sois couché à 5 heures, à 7 heures, à 2, je le fais. Quoi qu'il arrive, je le fais. J'ai pas la motivation. J'ai même pas la volonté, des fois. J'ai envie d'être dans mon lit, de traîner ou de me lever les dernières minutes pour profiter et de partir vite à l'interview en étant, de mettre de la discipline. Nous sommes des fois on dit, il est discipliné. Écoute bien. Disciple inné. Avant que ça devienne automatique, faites-vous un rituel le matin. J'ai mon rituel, mon réveil sonne, je me lève stressé, je regarde tout de suite mes textos, les réseaux sociaux, je regarde même pas la personne qui est dans mon lit, tu vois. Ah bien. Je me lève, je prends un café speed, c'est des rituels qui développent quoi? Le stress là. Crée-toi le matin des rituels. Si tu veux gagner du temps, laisse ta journée tranquille. Donne-toi 5 minutes le matin. Les 5 minutes après le réveil, elles conditionnent ta journée. Et les 5 minutes avant le coucher, elles conditionnent ta nuit. T'es trop speed en ce moment, continue d'être speed. Donne-toi 5 minutes le matin, les rituels, respiration, un peu de mouvement, boire de l'eau. Qu'est-ce que je veux obtenir de cette journée? Et qu'est-ce que je vais donner à cette journée? Un peu de pensée. Tiens, à qui j'aimerais? Qui est à l'hôpital dans ma famille en ce moment? Qui a des problèmes d'argent? Juste, j'envoie des pensées comme ça. Et je me rappelle, j'ai des gratitudes. Je switch ça, tu vois. Ce sont des rituels qui viennent servir ton pourquoi. Exactement. Je te disais, il faut avoir un pourquoi fort pour avoir du courage, etc. Construire des rituels avec la discipline qui vont pouvoir faire en sorte que ça alimente. Et en fait, c'est comme un cercle vertueux. Exactement.
Donc ça, c'est partie courage, détermination. Ouais. Et est-ce que tu aurais des exercices ou des conseils sur comment améliorer sa focalisation? Parce que souvent, tu parlais des téléphones portables, des SMS, etc. On est bombardé d'informations dans tous les sens. On a un projet, mais au final, on se rend compte qu'il y a 6 mois qui est passé, on n'a rien foutu sur le projet. Il y a des élèves, par exemple, ils veulent passer leur grade, mais ils viennent pas à l'entraînement. Ils n'arrivent pas à rester focalisés, parce que c'est plus sympa d'aller faire ça, c'est plus sympa d'aller faire ci. Il y a un objet brillant, tu vois, qui les attire plus. Est-ce que tu as des conseils pour rester focalisé, ne pas se poser de questions? Ouais, alors pour rester focalisé, ne pas se poser de questions, c'est très difficile. Hein. Pour rester focalisé, c'est choisir des temps impartis à ma tâche. Dégager du temps. La première chose pour obtenir ce que tu veux, c'est te libérer de ce que tu ne veux plus. Ça, c'est fondamental. Hein. Quand en 2009, c'était ma dernière fin de carrière, 2009 un combat, 2010 un combat, je faisais un combat par an, j'étais déjà dans le coaching, tout ça, j'étais 4 heures par jour devant mon ordi. J'allais moins à l'entraînement, je n'en pouvais plus, j'étais en train de grossir, je bouffais, c'est pas grave. J'étais devant l'ordi, physique quantique, linguistique, psychanalyse, psychologie freudienne, lacanienne, études, théologie, tout. Et forcément, les gars, soirée console, non, je suis pas là, les gars. Comme à l'époque, Aurel, tu viens? Non, je prépare un combat. Je soufflais mon gâteau d'anniversaire, je le mangeais pas, parce que il fallait que je sois au poids. Il y avait un pourquoi qui était fort. Donc, l'idée, c'est, première chose, avant de dégager un nouvel espace-temps, il n'y a que 24 ans dans une journée. Où est-ce que tu investis de l'argent et que ça ne rapporte pas? Quelle personne tu vois plein de fois et partie de là, tu les aimes, hein? Tu te sens pas élevé, pas... Quelle activité tu fais? Combien de temps sur les réseaux sociaux? Quelle série télé tu pourrais te dissocier? Quelle consommation? Quel plat tu fais? Tu passes 4 heures à cuisiner, tu passes 4 heures au sport. Qu'est-ce que tu caches derrière ça? Ce truc que tu fais à fond, que tu n'arrêtes pas, c'est au détriment de quoi? C'est 8 heures par jour que je passais dans les salles de sport. J'ai monté mon entreprise à 45 ans. J'ai jamais pensé à ça parce que je savais pas le faire. Moi, ici, je brillais, ça cognait. J'étais à l'aise ici, j'étais le meilleur, tu vois. Tu me mettais face à la mère de mes enfants, ou face à l'entreprise, ou face à mon banquier. J'étais mauvais. Donc, je retournais vite à la salle de sport. Ouais. Si tu passes beaucoup de temps à la salle de sport, ça cache quelque chose, tu vois. Donc, l'idée, c'est de quoi je peux me débarrasser. Prends cette parabole. Pour mettre tes nouveaux vêtements de cet été, il faut que tu débarrasses le placard des vêtements de l'été dernier. Va les donner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a froid. Tous tes pulls, tout ça. Videz vos placards, videz votre frigo, toutes les sauces, tous les plats réchauffés. Je t'assure, hein, faites de la place matériellement dans le frigo et dans le placard. Commence par ça. Et tu vas voir que de toi-même, en nettoyant ton espace, où est-ce que je peux récupérer 15 minutes par jour? Et si possible, quelque chose de précieux pour toi. Il y a un petit calcul qui est simple, qui s'appelle, je crois que c'est pour mesurer le niveau de motivation de quelqu'un. On peut le faire comme ça tous les deux si tu veux. Et faites-le chez vous. Hein. On va dire par exemple, sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu veux ce changement. Sois honnête. Hein. Genre 9 sur 10, putain, je me lève tôt le matin. Et des fois, ça peut être à 4 ou 5 sur 10. Il n'y a pas de mauvais chiffre. Notre but, ce sera de faire monter le chiffre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre, tu vois. Donc par exemple, moi aujourd'hui, mon envie de changer, d'améliorer mon entreprise et mes finances, elle est à 9 sur 10, réellement. Donc c'est une très bonne note, 9 sur 10. Ok. Maintenant, il faut voir la part d'ombre. Quelle est l'habitude, le tic, la coutume, la chose que tu fais qui est très énergivore. Tu sais, par exemple, être très sur tes enfants ou faire très le ménage ou un truc. Et que ça, c'est la construction de ton maître. Et il faut que tu lâches ça. Parce qu'il faut que tu lâches du temps qui a de la valeur. Si tu lâches un truc qui compte pas pour toi, t'apprendras pas avec attention. Moi, quand j'étais pas au sport, j'étais concentré sur l'écran, j'écoutais l'écran comme mon entraîneur, comme Alain Zanquifo qui m'entraînait un des derniers. C'était ça, tu vois. Donc, le deuxième chiffre, qu'est-ce que tu es prêt aujourd'hui à abandonner? 1 mois. Par exemple, ta série télé, ou une sortie, ou je sais rien, ou si t'es très addict à l'énergie sexuelle, comme c'était mon cas à un moment. Je me rendais compte que tous les soirs, je faisais beaucoup l'amour. Peut-être qu'un soir sur 2, j'aurais pu faire un business plan. Je serais pas plus malheureux, tu vois. Ça t'aurait libéré beaucoup de temps. Ça m'aurait libéré du temps et de l'énergie, tu vois. Et donc, dans l'idée, et maintenant, voilà la deuxième note. Par exemple, moi, aujourd'hui, voilà, quand on m'a dit, Aurélien, faudrait moins que tu sois dans tes activités sexuelles, à combien sur 10 t'es prêt à lâcher ça? 2 sur 10. Donc, coefficient 2 fois 9, 18. Tu vois, ça fait 18 sur 100. Ouais. Ça fait très peu. Ouais. Donc il a fallu que, tiens, dans la sexualité, dans toi, ta tarte, donc ta part d'ombre, qu'est-ce qui est nourri, que tu peux lâcher, nourrir avec ton nouveau projet? C'est un travail de négociation. Tu sais, j'aime bien prendre l'idée,
une ancienne croyance, une ancienne habitude. C'est comme une maman, et en particulier comme une mère juive. Elle te lâche pas comme ça. On est d'accord ou pas? Qui c'est? Qu'est-ce que font les parents? À quelle heure tu rentres? Où il y a des gens qui boivent. Et cette mère-là, si tu lui dis, vas-y, lâche-moi, je me casse, elle fait un cancer, elle meurt sur place. Et toi, tu pars et tu kiffes pas de la fête parce que tu sais que ta mère, elle est pas bien. Là, ta mère qui t'a tenu pendant 18 ans, qui t'a vu comme un incapable parce qu'elle te voyait comme un enfant. Tu lui dis, maman, j'ai grandi, maman, je suis un homme, maman, aie confiance, maman. Tu dis à ça. Et ta mère, allez, on essaye, allez, ce soir, c'est minuit, tu vois? Et là, c'est pareil, ton ancienne croyance. C'est quelque chose qui t'a protégé, qui t'a aimé, qui t'a sauvé. Et nous, on voudrait s'en débarrasser comme ça. Oui, je change. Ça ne durera pas. Il faut que tu reconnaisses l'ancien comportement. Pourquoi j'avais cet ancien comportement? Qu'est-ce qui me nourrissait? Un besoin d'attention, un besoin d'exister. Que je remercie cet ancien comportement et que je trouve dans ma nouvelle passion, est-ce que ça nourrit les besoins de l'ancien comportement, de reconnaissance, de liberté, et est-ce qu'il y a un divin surplus? Parce que s'il n'y a pas de divin surplus, mon ego va dire, mais moi je reste avec ce que je faisais avant. De tout ce que tu me dis si je me trompe, hein, il y a deux mots qui me viennent. Ouais. Le premier, c'est prise de conscience. Ça veut dire que si tu n'as pas de projet pour toi, quelqu'un en aura d'autres pour toi. Donc il faut vraiment se poser la question, comme tu as dit, hein, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à négocier, où je veux aller, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a une prise de conscience. Et la deuxième chose, c'est la clarté. La recherche de clarté, parce que si c'est pas clair dans la tête, on peut pas aller à l'endroit où on veut aller. Exactement. Donc en fait, on procrastine et on passe son temps sur tout ce que tu as dit, à regarder une série télé, une machin. Et on se dit, je comprends pas, ça marche pas pour moi, je comprends pas, j'arrive pas à avoir les résultats, que ce soit perdre du poids, passer un grade, réussir à apprendre à se défendre, ou alors tout ce que tu dis aussi sur le côté professionnel et personnel. Hein, parce que le mental, la beauté de ça, c'est que c'est sur tous les pans de la vie. C'est quand on a compris une chose, on a compris pour tout. Exactement. Et j'aimerais qu'on... Donc il y avait le plan, là on a fait le on a courage, fait les deux premiers. Les deux premiers axes. Le troisième axe... Redis-moi le deuxième, c'était, je crois que j'ai oublié. C'est focalisation. Dans le deuxième axe, dis-moi, c'est la... Ouais, c'est ça. Premier c'était détermination, courage. Ensemble. Deuxièmement, c'est focalisation, comment rester actif sur une tâche. Donc se libérer d'une ancienne activité, dégager du nouveau temps pour cette nouvelle activité et accepter d'être non pas nul, non pas mauvais, d'être débutant, d'être padawan, d'être novice, d'être néophyte, d'être apprenti. Tu réussissais quelque part et tu vas créer un nouveau truc. Tu vas rater. Rappelle-toi quand tu as marché. C'est partie du chemin. 2000 fois t'es tombé. Il n'y a pas, à la 5e chute, tu t'es pas dit, bon, la marche, c'est pas pour moi, j'arrête. On a continué, tu vois. Tes parents n'ont pas dit, bon, il marchera jamais, ce gamin, il faut qu'il arrête. C'est ça l'idée. Accepter. C'est quoi une ceinture noire? Une ceinture blanche qui a continué. Tu vas troquer ta ceinture noire de tes anciennes habitudes où tu es archi fort. C'est-à-dire que sur cette nouvelle vie, ce nouveau focus, il me faut une ceinture blanche. Et ce que je voudrais rajouter rapidement, c'est que ça ne sera possible que si tu te dis que ce que tu fais est quelque chose de grand. Et quelque chose de... Si tu veux avoir un petit salaire, un petit foyer, c'est très bien, hein, j'ai rien contre ça. Mais je te dis juste qu'on dévalorise la puissance que la vie nous a donnée, la puissance de ce rayonnement, et on est souvent malheureux parce que ma propre maman me disait, tu sais Aurélien, moi j'ai pas demandé grand chose à la vie. Et je lui dis, oui maman, et j'ai l'impression qu'elle te l'a donné. Peut-être qu'on peut se servir des leçons de nos parents et demander plus, tu vois. Et pourquoi demander plus? Mais pour partager plus. Parce qu'il y a prospérité, il y a abondance, il y a joie, et que tes bénédictions, tes avantages, tout ce qui arrive à toi, si t'es pieux, si t'es sain, si tu t'entraînes, si t'es bienveillant, ça ne nuira et ça ne manquera à personne, tu vois. Donc ce qui va te donner l'envie de perdurer, c'est que ça sert une cause plus grande que toi, que ça te transcende et que tu as une vraie utilité dans ce monde. Et c'est là qui fait que tu pourrais pérenniser. J'ai fait, moi, des boulots alimentaires, à un moment, tu n'as plus envie de dire. C'est logique. Tu savais où tu voulais aller. Ouais. Tu t'es posé la question et tu t'es dit, quelle est la meilleure route pour y aller? Ouais. Clarté, là, comme dit la sincérité, quand on parle de cette prise de conscience, être sincère avec soi, et la clarté des intentions. La clarté. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi? En 2 mots, prends le temps. Pour être plus beau, pour être plus riche, pour être plus intelligent, pour quelle différence ça va apporter aux autres? Et c'est tout un gros travail, parce que tout ça, c'est dans l'inconscient, et il faut le refaire monter à la surface pour le savoir, tu vois. Et c'est une fois que c'est monté dans la conscience que tu dis, ok, je peux lâcher prise, et ça nourrit mon fort intérieur, mais c'est vraiment important de trouver tout ça. À avoir des choses fades, sans but, à un moment, tu te décourages. Du coup, maintenant, on peut aborder le 3e axe du mental, au travers du prisme du Krav Maga, bien sûr,
c'est la relaxation. Mmh. Okay, souvent, on a parlé tout à l'heure avant l'interview du yin et du yang. Ouais. Et tu disais que dans les sports de combat, on est plutôt force destructrice, on envoie, etc. Et tout ce qui est relaxation, méditation, on prend un peu ça à la rigolade. Ouais, vas-y, laisse tomber. Ouais, Putain, je vais m'asseoir comme ça, je vais m'asseoir les jambes croisées, je vais respirer, et ça va m'aider à gagner mon combat. Non mais là, je vais faire du pao, laisse-moi tranquille. Alors, et regarde, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Bon, je pense que je sais déjà ce que tu penses de ça, mais en tout cas de le verbaliser pour les gens qui nous regardent, l'importance que ça a dans ton entraînement, que ça a eu dans ton entraînement, et si aujourd'hui tu utilises toujours la relaxation et ça t'apporte quoi? Je te remercie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que effectivement, ces 20 ans de sport de haut niveau, de 1991 à 2011, tu vois, je les ai pas vraiment vus passer parce que j'enchaînais plein de métiers. La boxe ne me rapportait pas. J'étais videur de boîte de nuit, je donnais des cours, j'étais mannequin, agent de sécurité, j'avais une famille, plein d'amis, et donc j'étais pas conscient de ce que je faisais. Il y a plein de choses que je faisais, et c'est après, quand j'ai raccroché les gants, je me disais, mais qu'est-ce que je faisais entre deux combats? Qu'est-ce que je faisais dans la voiture? Qu'est-ce que je faisais dès que je rencontrais quelqu'un? Mais je vais l'éclater, l'autre deuxième roue de ma parole, il se relève pas. Je vais lui mettre mon high kick pleine tête, je lui racontais, je rêvais à voix haute. Cette ceinture à 13 ans, quand j'ai ouvert Karaté Magazine, j'ai enlevé la tête du mec qui était là, je crois que c'était Rick Rufus ou un truc comme ça. Et j'ai mis ma tête à moi, mais sans les montages, sans Photoshop. J'ai cette capacité. Tu sais, là, si je veux fermer les yeux et que je veux t'imaginer tout nu avec un nez rouge, mon cerveau, il va réussir à le faire. Le plus puissant logiciel de création, c'est le cerveau. Donc moi, comme on m'avait dit, t'es bête, ah, il est pas intelligent, que j'avais pas de cerveau gauche, ben, j'ai développé que mon cerveau droit, l'imaginaire. Et je passais mon temps à rêver. Donc déjà tout petit, je rêvais les choses. Et je me souviens qu'à haute tension, notamment, ou même quand je jouais au basket, sur le chemin, je me déplaçais en bus. Moi. Donc c'était comme ça, et j'avais mon hip-hop dans la tête, et je me voyais dunker, je voyais mon dunk arrière, et je voyais mon cross, et je voyais ma feinte, et je passais mon temps qu'à ça. Je parlais basket, je bouffais basket, je saoulais les gens avec ça. Et après, c'était pareil pour le karaté. Donc effectivement, j'utilisais les affirmations positives et la visualisation, mais de manière sporadique, temporelle, et pas tout le temps. Et des fois, je les utilisais contre moi. Ah, je me suis pas bien entraîné. Tyrone Spong, non mais là, il est vraiment trop jeune. Puis en plus, je suis mal payé. Puis c'est loin, c'est en Hollande. Puis putain, pourquoi on a accepté d'y aller en voiture, les gars? Tout ça pendant 3 jours avant le combat. Ouais, c'est le choc des générations. C'est pas très aidant. Ben, c'est pas très aidant. Et j'arrive et tu regardes le combat contre Tyrone Spong, j'ai fait 3 rounds de footing. Je suis content parce que j'ai sauvé ma peau, et lui-même il m'a soulevé à la fin parce qu'à l'époque il défonçait tout le monde. Tyrone Spong, dans mon mental, j'avais pas été pour gagner, j'avais pas été pour me battre, j'avais été pour survivre. J'avais été pour tenir la distance. Vous voyez? Tu t'es conditionné à quelque chose de spécifique. À tenir la distance. Et c'est arrivé. Voilà, et mon coin pensait que j'allais pour gagner, donc tu vois les dissonances qu'il peut y avoir. Au fond de moi, je sais que je pouvais pas le battre. Je veux juste que le vieux que je suis, je veux faire 3 rounds face à lui avant de raccrocher, tu vois. Et bien, je raconte à tout le monde que je vais gagner. Je suis en conflit interne. Je devrais dire à tout le monde, vous savez quoi? J'en ai assez gagné des combats. J'en ai plus rien à faire. Je veux être en face de Spong. Je peux pas vous expliquer ce qui va se passer. J'en ai 123, foutez-moi la paix, avec vos coupes, vos ceintures. J'ai pas fait tout ça pour ça, moi, à la base, tu vois. Il y a une espèce d'escalade, de truc, parce que voilà, il fallait réussir, il fallait briller. Mais moi, je suis comme quand je jouais au basket, quand je boxais à Villejuif, à Guy Boniface, ou à Percy, ou au Palais Royal en Thaïlande, je suis le même, quoi. Tu vois, moi je descends et on va manger un truc, on va faire la fête, quoi, tu vois. Donc il y avait, j'ai un peu perdu mon fil là. De la relaxation. Voilà, donc sur la relaxation, bah, déjà, dans les transports en commun, j'étais détendu. Ma mère disait que je travaillais du chapeau. À l'école, je m'emmerdais, donc qu'est-ce que je fais? J'étais calme, je rêvais. J'étais souvent, avant de connaître le sport, j'étais toujours assis, j'ai fait beaucoup de maquettes, petit. Je m'étais fait casser la gueule 3-4 fois, ma mère voulait plus que je sorte, donc je dessinais à la maison. J'étais assis, je dessinais. On passait du temps. L'ennui développe la créativité. Donc moi, j'avais pas de grands frères, grandes sœurs qui sont partis tôt de la maison. J'étais tout seul avec ma mère travaillait, je rentrais à la maison, pas de magnétoscope, 3 chaînes télé. Qu'est-ce qu'il y avait? Les livres, les trucs, le dessin, et regarder le ciel, les étoiles, avec un bâton et un marron, ben, je faisais 200 jeux, quoi. Donc tu vois, c'est cet imaginaire. Maintenant, pour être plus précis, moi j'en parlais, ouais, lui je le bats, j'aimais bien parler. Qu'est-ce que je faisais d'autre aussi? Des fois, entre 2 entraînements, notamment en haute tension, j'avais pas le temps de rentrer chez moi. Donc ben, j'y restais là, je m'allongeais dans la salle, je passais un petit coup de balai, je regardais les coupes des anciens, je regardais les affiches, je voyais Bercy, Las Vegas. Oh, putain, j'aimerais trop y être, quoi. Et puis je m'allongeais comme ça. Je m'étirais. Chaque minute de repos, j'étais en grand écart. Je m'étirais tout le temps. Et aujourd'hui, c'est resté. Et je rêvais.
À la fin, quand tout le monde partait, des fois, ouais, moi, je préférais pas prendre ma douche, tu vois, si le gardien était dehors, et m'allonger un peu, et m'étirer, et respirer, faire des longues respirations du mieux que je pouvais. Tout ça, c'est des activités de reconstruction. Quand on parle des forces yin et yang, des forces de destruction et des forces de récupération et de reconstruction tissulaire, la nutrition, etc. Le yang, c'est ce que nous, on appelle faussement masculin. C'est l'énergie extérieure, l'énergie qui sort. Et le yin, c'est l'énergie qui rentre. La prise mâle de ton téléphone et la prise femelle. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est soumis à l'autre. On peut mettre un petit peu de trucs sur les relations hommes-femmes. Ils fonctionnent ensemble. Et sans, tu vois. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme exercice que tu pratiques aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le plus simple, cohérence cardiaque. La qualité de tes actions dépend de la qualité de ta respiration. Tu as une pédale d'accélérateur qui s'appelle l'inspire. Le stress qui rentre, la civilisation moderne. Le stress il rentre, très court dans la poitrine. Et à la fin de la journée, le stress qui sort. Et ben, de faire cohérence cardiaque, de 5 secondes d'inspire, ça surprend au bout de 3, 5 secondes d'expire. Ça fait 10 secondes, ça fait 6 cycles par minute, 5 minutes pendant 4 heures t'es couvert derrière. Tapez ça sur YouTube. 5 minutes. 5 minutes matin, 4 heures hormonalement, c'est au bout de 2 minutes, tu passes en onde alpha, tu passes dans un autre état, tu peux avoir envie de bâiller, te détendre, ta journée change. 5 minutes. Si t'as pas 5 minutes pour toi par jour, c'est que t'as vraiment une mauvaise estime de toi. Oui, tu vois, 5 minutes. Tout à fait. Donc, pas aller méditer 20 heures, j'ai pas le temps, on vit à Paris, on court partout, on a des trucs, tu vois. Ça, tu feras des retraites pour ça. Et au maximum, au feu rouge. Respire. Quand tu écoutes ton ami, t'as vu, je sais pas si tu as remarqué, je suis une grosse pipelette, et j'ai appris ça depuis 10 ans, dès que tu parles, j'écoute pas pour répondre, j'écoute pour me poser, me centrer et ralentir. Je ne serai jamais calme. Je suis un soleil, tu vois, et ça peut brûler des fois, ça peut faire peur, j'ai juste appris des fois à essayer de le canaliser un peu. La solitude, passer du temps dans la solitude, le silence et le calme. 3 minutes, tu t'arrêtes, pas de téléphone, pas de musique, rien, et tu restes comme ça, assis. C'est déstabilisant. Là, tout de suite, t'es focus. Les activités de peinture, les mandalas, de sculpture, la musique, la marche dans la campagne. Mais tu sais tout ça, sans parler à quelqu'un, sans ton téléphone, ou sans parler à des problèmes. Pied droit, à la tâche. Pied gauche. Je suis dans quelle forêt ici? C'est quoi? Je connais des arbres, moi. Il est où? Je connais que les feuilles d'érable. Où est-ce que j'en trouve une? Elle est comment la feuille d'érable? Elle est verte, et puis c'est la saison. Pourquoi il y en a d'ailleurs? Et puis qu'est-ce qu'il y a par terre? Oh, c'est humide. Oh, ça sent bon. Il faut que ça saisir. Tu vois, quand tu bosses, quand tu cuisines, quand tu conduis, quand tu appelles. Ça va être dur de changer tout ce monde et de redevenir monotache. Un instant, redevenir monotache. Dans un premier temps, tu vois. Et puis après, voilà, la cohérence cardiaque. Il y a une chose qui marche très bien. La voix. Tu vois que là, les podcasts sont courts d'habitude et je suis persuadé que les gens vont rester. Parce que aussi, la qualité de ce que l'on dit, l'amour qu'il y a dans la voix, la sincérité, la bienveillance. Écoutez, sophrologie, hypnose, mettez-vous-y, allez faire des stages, comme j'ai fait au début, allez payer 30 balles, 10 balles, faire une séance. Oh, ça marche pas. Et alors, ton high kick, tu l'as passé du premier coup. Ta droite, elle était bonne tout de suite, alignée, percutante du premier coup, au premier cours. On a développé. Accélère, dépêche-toi, speed, fais plus vite. Je veux du résultat maintenant. Ouais, mais du résultat, et dans le speed, il faut que ça te coûte. On voulait du résultat et que ça t'écoutait. Parce que si c'était facile, il n'y avait pas de mérite. Énergie basse, respiration, calme, rapprochez-vous de vos enfants. Regarde quand on va coucher les mômes, on change la lumière, on change le pyjama. Même le repas du soir n'est pas le même. On ne parle pas à la même voix. On amène un espèce de rituel. Crée-toi un rituel de calme. Je ne sais pas comment il s'appelle. Trouve le tien et allez vous inspirer de toutes ces formules-là. Mais vraiment, la cohérence cardiaque, c'est très très bon. Et on a un autre, parce que la cohérence cardiaque, c'est quand même yin. Des fois, il est 14h, t'es là, tu pètes. Eh ben, 10, inspire, expire. Tu t'isoles, tu vas dans les toilettes et 10 fois très très fort. À l'inspire, tu te régénères d'air frais, tu t'ouvres les vantaux, et à l'expire, tu décharges les. Et au bout de 10-15 expires, t'as l'espèce de. Tu fais un reset. Et là, tu peux retourner tes activités. Et peut-être tu le feras pas seul au début, faites-le avec un professeur. Faites-le entre vous, allez faire quelques cours de ça pour le rendre automatique. Et c'est vraiment la grosse différence. C'est ce que je pratique aujourd'hui, moi. J'ai beaucoup médité. J'ai fait des 6 heures, 7 heures, 8 heures. Je suis à fond, tu sais, comme la boxe. Hein. Parce que j'avais aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère. J'avais cette pulsion de taper. J'ai un corps de guerrier, j'ai une vie de guerrier.
On a chacun des trucs différents, tu vois. Et j'avais besoin de beaucoup de ça, parce que j'avais beaucoup fait de yang et beaucoup frappé. Il fallait que tu rééquilibres fallait que la machine. J'avais été extrême dans je vais tous vous casser. Il fallait que je sois extrême dans je vais tendre le joue le plus souvent possible. Tu vois. Moi, avant de conclure, j'ai envie d'aborder un sujet qu'on a abordé aussi avant l'interview, où tu m'as dit chaque fois que j'ai eu des échecs dans mes combats, il s'était passé quelque chose. Comme s'il n'y avait pas de surprise en fait. Si tu mets tout en place pour réussir, tu réussis. Et s'il y a des grains de sable dans la machine, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux partager un peu avec nous ça? Ce que j'ai remarqué, c'est que donc pendant ma carrière, qui a été très suivie par la presse papier à l'époque, donc tous mes combats étaient relatés dans Punch Mag, Karaté, toute cette presse qu'on adorait. Et à l'époque, même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai encore un petit agenda papier, moi. Tu vois, je rentre des trucs dans mon Google Agenda, mais moi, je supporte pas les écrans. J'aime bien les feuilles et les stylos. Donc, quand j'ai arrêté mes études en 93-94, j'avais gardé les petits agendas d'étudiants. Et dedans, j'avais mes planifications d'entraînement, mon combat, ma boîte de nuit, combien de videurs il faut, mes rendez-vous, les mariages. C'était un peu mon journal intime, tu vois. Et je notais tout dedans. Et je l'ai gardé d'année en année. Et puis déjà, je me rendais compte, le jour où la mère de mes enfants est tombée enceinte, en 2000, j'étais un peu en froid et haute tension, ça allait plus trop bien. Je suis parti, j'ai pas écouté mon cœur. J'ai pas écouté le ventre qui était là, qui était gros, et cet enfant qui avait besoin de la présence du père. Moi, j'avais 3000 € à aller chercher en Italie pour acheter le Maxi-Cosi et tout ça, c'était bien pratique, tu vois. Donc, je suis parti. Et du départ jusqu'à Milan, tout me disait, rentre chez toi. Rentre chez toi. On t'aura prévenu. Et j'ai pas écouté. Il y a mon métier, il y a mon sport, et il y a ma famille, et ce qui est puissant, précieux pour moi. Et donc là, je me suis fait casser le bras et casser 5 vertèbres. Je devais boxer en kick, c'était en taille. Je devais boxer en moins 76, c'était en moins 79. C'était en 12-2-2, ça vire en 5-2-3. Et on dit oui, donc on n'a peur de rien, tu vois. On prend tous les combats. Ça passe. Ça passe, mais c'est pas passé ce jour-là, tu vois. Donc en gros, j'ai fait le ratio en faisant le parallèle que j'avais jamais fait avec la vie d'Aurélien Duhart, père, mari, copain, fils, oncle, pote, et la presse. Chaque défaite, quand je regarde mon agenda, il y a eu le décès de mon papy. En 95, ma première défaite, l'homme qui m'a élevé, il est mort en 95 et pas longtemps avant. C'est un truc de ouf, c'était le 1er mai, et j'ai perdu au mois de juin ou juillet, je crois. On donne ma première chambre mondiale, 12-2-2, t'as vu, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, 95, Dominique. Toi, tu parles là-dedans, mais ça, c'est le boxeur qui te raconte ça. Le petit gamin de 3 ans, ou à 5 ans, quand ma mère est revenue avec mon papy, Hernandez Rubia Antonio, qui m'a pris sous son aile comme mon père, et qui m'a élevé, quand en 95, il est mort. Mais bien sûr que oui, je tiens le câble, je vais boxer, mais il y a quelque chose qui est mort en moi. Chaque entraînement, j'y allais, je tapais, mais j'étais pas là. Et puis à un moment, j'étais qu'un fantôme à l'entraînement. Puis quand est arrivé le championnat du monde, les 6 premiers rounds, j'étais là. Puis les 6 autres, j'étais dans ma tristesse, dans mes doutes. Voilà, donc j'ai bien vu que le personnel impactait. Et bien avant ça, quand j'ai commencé à faire des stages à GoSport, à bosser en entreprise, oui, il faut dissocier le personnel et le professionnel. C'est-à-dire, genre là, on met un costard, on se dit vous, on se ment, et dans un quart d'heure, on va boire un coup, on a la cravate autour de la tête, le string en l'air, et on rigole, et on boit. Arrêtez un peu, tu vois. Arrêtez cette usurpation, tu vois. Les deux sont intriqués. Ouais. Donc l'idée, c'est ce que j'ai vu, c'est que si tu as un désir, moi je voulais gagner les combats de boxe, d'accord? Je demandais à la vie, à l'univers, à la création, à ton Dieu, au cosmos, appelle ça comme tu veux, je demandais à ce champ des possibles là, je veux être champion du monde. C'est ça qui est vraiment important pour moi. Est-ce que tu veux bien m'accompagner là-dedans, tu vois? Et la vie me disait oui, mais il y a un prix pour ça. Tu vas t'entraîner, et tu vas entraîner les autres, tu vas permettre aux autres d'être champions aussi, tu vois? Et il y a un moment, il y avait d'autres priorités dans ma vie. Mes finances. La boxe, ça allait, mes grands écarts, ma puissance, ça c'était parfait. La vie me disait, mais tu boxes très bien. Où ça en est, cette femme? Vous allez rester 23 ans ensemble, vous êtes comme chien et chat, vous allez vous déchirer parce que vous ne savez pas communiquer. Tu as été abandonné, elle aussi, vous parlez de ça, elle passe du temps. Et puis ton business, et ta maison, quand est-ce que tu es propriétaire? Je m'occupais pas de tous les autres secteurs. Et donc, le jour de briller, mon inconscient, mon âme, appelle ça comme tu veux, quand je suis face à ce championnat du monde, qui me dit, et ta femme, elle est où là? Et après ce combat, 3 000 €, c'est suffisant pour 8 semaines de travail, prendre des coups dans la gueule. Et demain, à 10 h, t'es au gymnase, c'est une vie de champion, ça, connard. Et t'as ça dans la tête, il faut que tu boxes. Donc ce que je veux te dire, c'est que il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des missions, il y a des choses prioritaires, primordiales, nécessaires, les câlins, les bisous, la présence.
Oui, il y a les devoirs, il y a l'hygiène, il y a l'argent, il y a tout ça. Ça, c'est important. Il y a des choses primordiales. Qu'est-ce qui te fait nœud là? Et quand quelque chose te dit, sois prête, cette personne. Ouais, ben, des fois, il faut sauter un entraînement. Il faut voir à ton entraîneur, et ben, tu sais quoi, j'annule ce combat. Parce qu'en ce moment, je suis en train de construire. Tu vois, le combat, il construit mon guerrier, il construit un peu ma force, mon courage, mais ma vie de tous les jours, elle va construire ma retraite. Elle va construire qui va me fermer les yeux et qui y aura autour de moi à ce dernier moment. Tu vois? Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que je me suis rendu compte qu'à des moments, je m'étais trompé de priorité. J'allais dans mes priorités professionnelles. Parce que je pensais que c'était important d'arriver avec de l'argent, de la... Non, tes enfants, ta femme, ils ont besoin de ta présence, ils ont besoin de ton soutien. Donc, que tu sois là. Il n'y a pas de sous dans la poche, il n'y a pas de problème, raconte-leur des histoires, fais des pop-corn. Donc, j'avais vraiment fait ce parallèle, et notamment sur ces blessures dures, et de dire, ouais, certains se tuaient à Carrefour, à Leclerc, ou je ne sais où, et je les prenais pour des... Là, ils sont prisonniers dans leur truc. Moi, j'étais prisonnier de ma salle de boxe, de mon PAO, de mon régime, de mes compléments alimentaires. J'étais prisonnier aussi. Donc, en fin de carrière, je me suis dit, waouh, comment j'ai réussi à perdre? Comment j'ai réussi à gagner? Et comment j'ai réussi à perdre? Chamboulant, cette présentation des choses. C'est fantastique. Ça me fait plaisir de terminer oui. sur ça. Parce que vraiment, voilà, on a parlé de tout, personnel, professionnel, l'importance d'avoir une vie équilibrée. Tu nous as partagé un peu ton parcours, beaucoup même ton parcours. Et voilà, franchement, du fond du cœur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot ou... Merci, vraiment Emmanuel, merci pour cet espace, merci pour cette occasion. Merci à toi aussi de regarder, merci à toi de prendre ta vie en main, de décider d'utiliser le pouvoir que tu as, de cliquer, de marcher, de choisir ta vie, et que tous ensemble, on aille vers ce chemin intérieur où chacun s'occupe de ses petites fesses, pince ses lèvres quand il va dire des conneries, s'autorise à parler de son cœur, rentre chez toi, aime ta famille, laisse le monde tranquille, rentre chez toi, aime ta famille, et puis voilà, si tu veux me suivre, les réseaux sociaux, on mettra des liens. Le 17 mars, il y aura une petite scène à Paris. J'ai un petit livret aussi, là je commence à apprendre à faire du merchandising, tu vois, c'est une chose que je savais pas faire. Donc voilà, les liens sous la vidéo. Ouais, coaching perso, coaching de groupe, et c'est clair, hein, si tu as de l'argent, tu paieras. Et pour tout ce qui est association, pour tous les nécessiteux, je fais du bénévolat aussi, je le dis clairement, donc sollicitez-moi et qu'on multiplie ce genre de moments. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bye bye.